OK. Voilà. Donc, comme vous vous souvenez, probablement, on était donc dans ce cours, dans cette partie du cours, on va couvrir 3 méthodes de détection d'un ARN messager spécifique. C'est pas pour avoir la panoplie d'ARN messager dans une cellule, c'est vraiment, on veut savoir si un ARN messager spécifique est exprimé, est présent ou pas dans certaines cellules, certains tissus. Comme c'est écrit ici, on avait donc, j'ai bien expliqué, j'espère, le Northern blot, et on va passer aux avantages et désavantages de cette technique avant de continuer avec la RT-PCR qui sert également pour détecter des un ARN messager spécifique et l'hybridation in situ. Vous pouvez bien sûr me poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Donc, le Northern blot, que vous connaissez peut-être un petit peu par ailleurs, je ne sais pas. Donc, on va faire un tableau au fur et à mesure des 3 techniques avec, dans cette colonne ici, les avantages, puis les éventuels désavantages. Et la dernière colonne, donc qui est important d'incorporer, d'intégrer, c'est les contrôles qu'il faut pour chaque technique. Donc, le Northern blot est une technique qui est bien reproductible. Donc, du coup, on n'a pas des problèmes de reproductibilité quand on fait le Northern blot. C'est une technique quantitative pour on n'a pas une idée à la molécule près de la quantité de l'ARN messager, mais on a une idée des quantités surtout relatives d'un tissu à l'autre. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans un tissu et très peu dans un deuxième tissu? C'est le type de quantification qu'on peut faire avec ces techniques. Okay? Donc, c'est quantitatif selon, donc, par rapport à une comparaison entre deux tissus, deux types cellulaires. Voilà. La membrane qu'on a créée pour le Northern blot est réutilisable. Donc, ça, je pense... voilà, donc je ne sais pas si j'ai pu vous montrer ça la dernière fois. Donc, on avait la membrane avec une sonde complémentaire à l'ARN d'intérêt. Donc, ça va donner, si c'est selon, il va falloir visualiser la sonde, selon le type de sonde. Ça va être par radioactivité, par fluorescence, par réaction chimique. OK? Donc, on aura des tâches selon l'échantillon correspondant à un ARN messager dans l'échantillon qui est complémentaire à la sonde. Mais on peut réutiliser cette même membrane, justement comme on disait, on va parler des contrôles. Ce qu'on va faire, c'est, regardez ici, on va bouillir la membrane à 100 degrés. Ça va permettre d'éliminer la sonde présente. OK? Vous pouvez tester si elle est bien éliminée en revisualisant ce qu'on a en bien regardant si le signal n'est plus du premier ARN messager n'est plus présent. Et on peut rehybrider avec une nouvelle sonde. Donc, un contrôle ici, RP49, c'est un exemple d'une protéine ribosomale.
donc qui ne devrait pas changer en niveau selon le type cellulaire. Les protéines ribosomales sont nécessaires pour la traduction et on peut émettre l'hypothèse qu'elles vont être présentes en quantité équivalente dans les différents échantillons. Donc, on hybride avec cette nouvelle sonde et on a les nouvelles taches noires au niveau des pistes à la taille qui correspondent à l'ARN messager de RP49. Et ça, c'est notre témoin de charge. Il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça indique que la quantité d'ARN, ça donne un indicateur de la quantité d'ARN dans l'extrait, dans l'échantillon, pour comparer avec les autres échantillons. Okay? Donc, on aimerait bien que ça soit des échantillons bien équivalents en ARN contrôle, mais ça peut varier un peu, mais au moins, donc du coup, on peut faire le rapport entre la quantité de signal dans le contrôle et la quantité par rapport à notre ARN messager spécifique. OK? Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, comment est-ce qu'on réutilise la même membrane. Bon, normalement, je ne sais pas, 5 fois, ça peut être la limite, que moi, j'utiliserai la même membrane. Et la méthode est peu chère. OK? Donc, après, les désavantages. Bon, dans le passé, on utilisait beaucoup la radioactivité. En effet, ça donne un signal le plus sensible. Mais bon, maintenant, il y a la fluorescence qui est également utilisée et a été bien développée. Okay. Cette Northern Blot, cette technique nécessite des quantités importantes d'ARN dans l'échantillon. Donc, le Northern Blot, ça ne va pas du tout servir pour détecter des ARN messagers présents en très petite quantité ou des échantillons qui sont en très petite quantité. Donc, l'ARN messager sera en très petite quantité. À chaque étape du Northern Blot, bon, il y a une sensibilité de l'ARN à la dégradation et ça c'est vraiment il faut travailler en conditions dans un labo, créer un espace que pour cette technique et ne pas pour minimiser la possibilité d'avoir des RNases, des enzymes de dégradation des ARN. Et on utilise, il faut fixer donc la formaldéhyde qui est toxique. Donc les contrôles, on vient d'en parler. Donc on utilise de façon séquentielle une deuxième sonde sur la membrane. OK? Et donc cette deuxième sonde est complémentaire à un ARN messager, donc la quantité ne devrait pas être sensible aux différentes conditions expérimentales. Donc l'exemple que je vous ai donné, c'est RP49, mais il y en a d'autres qui peuvent être utilisés. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui est écrit ici par rapport au Northern Blot? Et les avantages, les avantages et... C'est bon? OK. Donc, on passe à la méthode de détection d'un ARN spécifique par RT-PCR. Et ça va commencer pareil que pour le Northern Blot. On a un échantillon. C'est un échantillon biologique des différentes... on peut avoir différents tissus, des cellules en culture, même des organismes entiers, des embryons entiers, par exemple, entiers. Et on va extraire l'ARN. Et c'est l'ARN totaux
qu'on aura dans chaque échantillon. Okay? Donc, ici, on va traiter un échantillon, mais ils vont tous être traités de la même façon. Donc, cette technique utilise c'est une méthodologie, une technique que vous avez déjà vue, je pense, dans ce cours. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais je vous explique. Votre ARN messager d'intérêt est montré ici en rouge avec une queue poly 1, puisque les ARN messagers ont une queue poly 1. Donc, on va vouloir transformer cet ARN messager en ADN complémentaire. Et pour ceci, il va falloir, donc on est dans des tubes, on est déjà passé donc in vitro, on a extrait l'ARN toto, on est dans des tubes à essai. Et donc, on peut rajouter tout ce qu'on veut, tout ce qui est nécessaire pour faire une reverse transcription. Et donc, ceci nécessite une amorce, le primer 1 ici, amorce qui est donc complémentaire à une partie de votre ARN messager d'intérêt. OK? Donc, séquence complémentaire à l'ARN messager d'intérêt. On va chauffer jusqu'à 65 degrés et puis mettre sur la glace l'échantillon d'ARN qui contient tous les ARN, mais il y en aura des ARN spécifiquement complémentaires à cette amorce, et donc il y aura appariement entre l'amorce et l'ARN messager spécifique. Et on va rajouter des NTP, une enzyme reverse de type reverse transcriptase et du tampon. Et donc ça va permettre de faire un brin d'ADN donc complémentaire à l'ARN messager. OK? Et donc ensuite, on va vouloir se débarrasser de l'ARN et faire une copie de l'autre brin, du deuxième brin en ADN au lieu de l'avoir en ARN comme il est ici. Donc, ça va nécessiter cette deuxième amorce qui est montrée ici, okay, qui va s'hybrider, s'apparier à ce niveau-là. Et si on rajoute donc les deux amorces des DNTP, de la DNA polymérase mais thermorésistante, okay, pour la PCR, de la RNase H. Donc, pourquoi on a besoin de la RNase H? Ça va permettre, c'est une enzyme qui va détruire l'ARN dans un hybride ADN-ARN. Okay? Le brin en ARN, ici, va être détruit. OK? Et donc, du coup, par ces étapes, on va se trouver avec de l'ADN, donc l'ADN double brin, OK, qui maintenant peut être amplifié par un certain nombre de cycles de PCR, 25 à 30 cycles. Les cycles, chaque cycle est donc c'est une répétition d'un chauffage à haute température, 95 degrés, pour dénaturer l'ADN, les deux brins d'ADN. Une température, on passe à une température qui va, selon les amorces, cette température va être différente parce qu'elle est calculée par rapport à la séquence des amorces et l'appariement des amorces avec la séquence d'ADN. Et ensuite, là, on va passer à une température à laquelle la DNA polymérase thermorésistance, donc la TAC polymérase, fonctionne très bien. Elle vient des bactéries qui habitent dans des environnements haute en température.
en température et donc du coup, elle fonctionne le mieux à 68-70 degrés. OK? Donc ça, c'est la technique de RT-PCR que je pense que vous connaissez, vous avez vu. Et donc, mais je la remets ici. Est-ce que les étapes que j'ai, la façon que j'ai introduit les étapes, présenté les étapes, est claire pour vous par rapport à ce que vous avez vu avant? Est-ce que c'est bon? Pas de questions? OK. Donc, les codes couleurs, vous comprenez? OK. Donc, ici, on a fait le deuxième, on s'est débarrassé avec la RNasage de l'ARN en rouge et avec la dénapolymérase, on a rallongé à partir de cette amorce l'ADN. Donc, on a un ADN double brin à partir de là. Ensuite, dénaturation, chaque brin d'ADN va être recopié grâce à la présence des amorces et d'NTP et de la dénapolymérase thermorésistante, et on continue comme ça de façon exponentielle à faire des copies de cet ADN. OK. Donc, du coup, à la fin, comme vous avez déjà vu, on va faire cet ADN, on va le migrer sur un gel d'agarose. Et donc, cette partie, je n'ai pas mis ici, mais on peut le mettre. Donc, migration sur gel d'agarose. OK. Et révélation grâce au pardon, et révélation avec du bromure d'éthidium sur une table aux UV qui va donner une fluorescence, ça va émettre une fluorescence au niveau grâce au BET qui est intercalé dans l'ADN. OK? Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour comparer avec le Northern Blot? La grande avantage de la PCR, c'est sa sensibilité très, très élevée, OK? Nécessitant vraiment des quantités minimes d'ARN au départ. Donc, c'est très important parce que je pense que vous savez qu'on a pu maintenant, à partir des échantillons, au niveau donc très très vieux, des milliers et des milliers des années, des dizaines de milliers d'années, on va pouvoir, des vieux échantillons biologiques, on va pouvoir, même les mammouths par exemple, on va pouvoir extraire de l'ARN et avec la RT-PCR, pouvoir séquencer l'ADN, l'ARN qui correspondent, qui étaient présents dans ces échantillons quand ils vivaient il y a très longtemps. Donc, ça montre à quel point on a besoin de très, très peu d'ARN. C'est une méthode qui est facile à réaliser et il n'y a pas de produits dangereux utilisés. Elle est ce qu'on appelle, donc les désavantages, c'est qu'elle est ce qu'on appelle semi-quantitatif.
Donc ça, c'est pas écrit, mais donc pour que ça soit semi-quantitatif, il faut pas, dans la réaction de PCR, arriver au plateau de par rapport à l'augmentation de copies. Il faut être vraiment, il faut pas aller jusqu'à 25-30 cycles de PCR. Il faut être vraiment entre 10 et 15 cycles de PCR pour avoir une idée, pour pouvoir comparer des échantillons et la quantité d'un ARN donné dans 2 échantillons. OK? Donc, on appelle ça semi-quantitatif. Il y a des méthodes de PCR quantitatives qui sont plus chères et plus difficiles de mettre en œuvre. Mais si c'est important, bien sûr, pour un projet, il y a de la PCR quantitative qui peut être réalisée, que je ne détaille pas ici. C'est une méthode relativement chère, hein, et justement, certains des avantages deviennent des désavantages. On a, puisque c'est tellement sensible comme méthode, ça veut dire que n'importe quelle contamination infime d'ADN non spécifique donne des résultats qui donc, sont considérés comme des faux positifs. Okay? Donc, comment est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas contaminé et que les produits de PCR qu'on a récupérés sont ceux qu'on pense correspondre à nos amorces, à la séquence de nos amorces, donc à notre ARN messager spécifique, ben, on va donc c'est dans les contrôles qu'on va trouver comment faire ça. Donc on va déjà avoir un contrôle par rapport à la quantité d'ARN dans chaque échantillon pour pouvoir comparer entre deux échantillons. Donc on va utiliser en parallèle une deuxième paire d'amorces complémentaires à un ARN messager dont la quantité ne devrait pas être sensible aux différentes conditions expérimentales. Donc là, par exemple, on pourrait réutiliser le RP49. Okay? Donc ça, c'est plutôt un contrôle des témoins de charge, c'est-à-dire que nos échantillons ont pour révéler la quantité d'ARN en général dans nos échantillons. Dans chacun des échantillons et pouvoir les comparer l'un avec l'autre. Okay? Mais pour voir si vous avez des contaminations ou pas, vous allez faire des RT-PCR en parallèle, de vos échantillons spécifiques, avec de l'eau à la place de l'ARN. Et donc, du coup, on aura fait toutes les étapes avec cet échantillon d'eau, OK, avec tous les réactifs, les mêmes réactifs qu'on a dans les ARN messagers, dans les échantillons avec les ARN messagers qui nous intéressent, OK. Donc, ça va voir s'il n'y a pas de contamination bactérienne, hein, ça peut être bactérienne, ça peut être d'une autre expérience, ça peut être on va utiliser les mêmes pipettes pour pipeter. Donc, il se peut qu'on verra un signal dans ce contrôle avec de l'eau, et donc du coup, le signal qu'on voit dans les échantillons avec de l'ARN ne peut pas être considéré comme spécifique. OK? Donc ça, c'est les contrôles qu'on peut suggérer pour la RT-PCR. Est-ce que vous avez des questions? Madame? Oui. Alors, en fait, il y a des questions sur le chat. Je ne sais pas si vous voyez. Non, pas de questions? Sur le chat. Allô? Oui, vous m'entendez?
peut-être Vous m'entendez? dans le chat, vous avez... Ah, pardon, j'avais pas vu vos... Ok, donc je vois des questions au moins dans le chat. Et Anne, si vous pouvez taper votre question, ça serait peut-être... ok, donc vous demandez si c'est pas le même ADN qui a contaminé deux tubes, le témoin n'est pas fiable. Le témoin n'est pas à 100%, va pas révéler tout, hein, mais l'idée c'est que ça va permettre de révéler si un des réactifs qu'on va utiliser pour tous les échantillons a été contaminé. OK? Parce que tous les réactifs pour la réaction PCR, le tampon, les amorces, la reverse transcriptase, la Taq polymérase, tout ça, ça va être le même qu'on va utiliser dans le contrôle et dans les échantillons qui nous intéressent. Donc, du coup, au moins, on va pouvoir écarter ou inculper. Après, ça vient pas, la contamination ne vient pas vraiment de l'air. Mais elle pourrait, hein, mais c'est plutôt pour tous les réactifs et la façon de traiter les échantillons. OK? Anne, ça va aller? OK. Voilà, donc on passe à la dernière façon de détecter un ARN messager spécifique. Et c'est la méthode d'hybridation in situ. Donc, elle est schématisée ici d'abord de façon vraiment très, très schématique. Après, on passera à quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc, dans cette première case ici, on a une sonde à ARN antisens. Donc, c'est un brin unique, un simple brin, pardon. Et cette sonde, elle va être, donc, elle correspond à une séquence spécifique qu'on appelle A, qui est complémentaire à un ARN messager. Donc, ici, vous avez l'intérieur d'une cellule schématisée avec différents ARN messagers. Et ici, la complémentarité de la sonde est avec l'ARN messager A. Okay? Et cette sonde, elle peut être marquée de façon radioactive, de façon fluorescente ou de façon chimique. OK? Donc, on va introduire la sonde dans les cellules avec ces différents ARN. Et donc, on est dans les cellules. Hein? Et la sonde 1, elle va se lier seulement à l'ARN messager avec lequel elle a de la complémentarité. OK? Et peut-être ce qu'il faut faire, c'est réaliser que là, dans cette cellule, il y a la sonde 1 qui va s'apparier avec l'ARN messager A, parce que cet ARN messager est présent dans cette cellule. OK? Mais vous pouvez, on peut donc c'est peut-être important de réaliser qu'il y aura des cellules sans l'ARN messager, sans l'ARN messager. Donc, voilà. Sans l'ARN messager A. OK. Et donc, dans ce cas-là, on va pas trouver, la sonde 1 ne va pas être présent avec... pardon, j'essaie de... pardon.
Donc, l'ARN messager dans une cellule B, l'ARN messager A n'est pas présent. Donc, on n'aura pas de la présence de cette sonde dans cette cellule B, okay, de type B, de type 2. OK? OK? Donc, ça, c'est l'échantillon 1, ou 1, on va dire. Et on a l'échantillon, donc échantillon 1 présente l'ARN messager 1 ou cellule et je vais vous dire, je vais répondre, cellule 2. OK, cellule 1, il y a l'ARN messager 1. OK, cellule 2, pas d'ARN messager 1. OK, donc la sonde, elle est, pourquoi l'ARN messager, il est simple brun? L'ARN messager, il est toujours, il est toujours simple brun. Il y a effectivement, il y a c'est un bon remarque. Il y a, on dit qu'il est simple brun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un deuxième molécule avec lequel il apparaît. Par contre, il y a la complémentarité intramoléculaire avec différentes formes. Donc, les ARN messagers et autres, comme les ARN de transfert, vont se replier avec des petites zones de complémentarité inverse. Mais vous allez voir, on va traiter les cellules et on va pas, et donc du coup les ARN vont rester plutôt en forme simple brun. OK? C'est vrai qu'il y a voilà, il y a plein de situations, même pendant la transcription, on a une partie d'ARN messager qui est en double brun avec la matrice ADN. Hein. Il y a plein de situations où l'ARN est en double brun. Mais de toute façon, on va traiter les cellules, donc je vous montre là maintenant. Donc ça, c'est clair jusqu'à maintenant. Donc, l'intérêt ici, c'est l'intérêt le plus important, c'est d'aller dans les tissus et dans les organismes entiers, surtout dans les embryons. Donc, en B ici, je peux le agrandir un petit peu. Vous avez, on va vouloir connaître les cellules dans des embryons d'une espèce particulière, les cellules dans cet embryon qui expriment l'ARN messager d'un gène A, on va dire. OK? Donc, la première étape ici, c'est la fixation des embryons. Et j'ai juste rajouté que c'est une fixation plus un rajout de détergent. OK? Donc, à ce moment, la fixation va permettre justement de un petit peu donc par la formation des liens covalents entre les molécules, tous les réseaux des molécules dans une cellule va être un peu pris dans un sort de
mesh, pas d'un tissu, mais d'une structure, hein, ce qui va permettre ou inhiber parce que toutes les protéines, toutes les ARN, tout l'ADN va être donc fixé dans un même sorte de réseau de molécules. Et donc, ça va empêcher les activités enzymatiques et le tissu ne sera pas dégradé. Okay? Donc, c'est une fixation à la formaldéhyde, par exemple. Il y a d'autres fixateurs aussi. Et le détergent va permettre des trous d'être formés dans les membranes plasmiques de toutes les cellules. Okay? Donc, quand on rajoute la sonde qui est ici en triangle bleu à ces embryons fixés et traités avec du détergent, on va pouvoir, ces sondes vont pouvoir rentrer dans les cellules. Et si l'ARN messager est présent dans la cellule, il y aura la possibilité d'appariement. OK? Appariement entre l'ARN messager et la sonde. OK? Et ensuite, lavage des embryons, on élimine toute la sonde qui n'est pas appariée. Et vous voyez ici que donc du coup, il reste de la sonde seulement à des endroits très spécifiques de l'embryon au niveau du système nerveux ici. Okay? Mais la sonde, à ce moment-là, on ne l'a pas révélée. Il faut la révéler selon si c'est avec la radioactivité, il va falloir faire des coupes histologiques et regarder la radioactivité coupe par coupe. La fluorescence, on peut la révéler avec l'embryon entier. Les réactions chimiques aussi, on va pouvoir les révéler, les détecter avec l'embryon entier. OK? Et donc, vous voyez, la révélation est ici montrée en jaune, une sorte de ocre. Et c'est seulement certaines cellules du système nerveux central qui sont dans lesquelles l'ARN messager A est exprimé. Et tout le reste, toutes les autres cellules de cet embryon, même si toutes les cellules ont le gène A, ils ne transcrivent pas le gène A, ou l'ARN messager ne s'accumule pas dans ces autres cellules. L'ARN peut être dégradé très vite aussi. OK? Est-ce que cette technique que vous avez vue en biologie du développement, normalement, si vous êtes à l'UVSQ, c'est bon? Pas des questions? OK. Donc, avantages, désavantages de cette technique par rapport aux autres. L'hybridation in situ permet ce que les autres ne permettent pas, la détection de l'ARN spécifique qu'on cherche chez l'organisme entier ou dans des organes entiers. Donc, on a une information spatio-temporelle. Dans les autres, on a une information spatio-temporelle plus indirecte, on pourra dire, parce qu'on pourrait faire des extractions d'ARN des différents organes, par exemple. Et donc, du coup, on saura dans le cœur versus le foie, l'ARN messager spécifique, est-ce qu'il est exprimé ou pas, et en quelle quantité relative. Donc, ici, c'est vraiment le fait que c'est dans l'organisme entier qu'on le voit qui est très intéressant. Et ça permet aussi ce que les deux autres, et ça vraiment ne peuvent pas faire, c'est la détection des ARN messagers au sein des cellules, dans les différents compartiments subcellulaires, c'est-à-dire
le noyau, cytoplasme, mitochondrie. On a des fois des ARN messagers qui s'accumulent dans la partie apicale d'une cellule épithéliale, dans la partie basale. Voilà, donc ça, on va pouvoir savoir grâce à cette technique. OK. Cette technique, hybridation in situ, est difficile à mettre au point. Ça nécessite un peu d'expérience. Et chaque sonde qu'on utilise pour chaque ARN messager différent qu'on veut, spécifique, hein, qu'on veut révéler à différents moments d'un projet, par exemple, chaque sonde a ses particularités, des conditions à utiliser. Et donc, du coup, elle n'est pas à être utilisée, donc c'est important à un moment donné de l'utiliser dans un projet, mais ça peut pas être une partie routine, donc c'est très difficile que ça soit la façon routine utilisée dans un laboratoire pour détecter des ARN messagers spécifiques. Okay. Après, je dis ça, c'est pas complètement vrai, parce que quand on commence à utiliser des organismes modèles qui n'ont pas été utilisés avant, il y a beaucoup de ça maintenant, beaucoup d'insectes différents, beaucoup pour voir si ce qu'on a trouvé chez les organismes modèles classiques peuvent se trouver dans les organismes modèles qu'on n'a jamais utilisés. Bon, là, ils utilisent beaucoup d'hybridation in situ. Et chez les mammifères, il faut utiliser beaucoup les hybridations in situ aussi, parce qu'on a pas nécessairement tous les anticorps pour suivre les protéines ou détecter les protéines dans les différents tissus. Par contre, l'hybridation in situ n'est pas quantitatif, hein, donc c'est pas quelque chose que ça va permettre de dire oui ou non, cet ARN messager est présent dans une cellule, un tissu, un organe, mais on ne va pas vouloir vraiment comparer quantitativement. C'est plus un oui ou non comme situation. Okay. Et le contrôle qu'il faut utiliser dans pour cette méthode, c'est une deuxième sonde correspondant à la séquence de l'ARN messager, donc la séquence sens. Okay. Cette séquence sens est la même séquence que l'ARN messager, donc il n'y aura pas de l'appariement avec l'ARN messager. Et donc, ça va permettre d'évaluer si par rapport à la façon que vous avez, toutes les étapes que vous avez réalisées pour l'hybridation in situ, si il n'y a pas, ou même pour la révélation, s'il n'y a pas quelque part où il y a l'introduction d'un bruit de fond dans les échantillons. Okay. Donc, si la sonde sens vous donne un signal, le même signal que la sonde antisens, le signal de la sonde antisens peut pas être considéré comme spécifique. Mais vous pouvez changer les conditions de cette hybridation in situ, parce qu'il y aura pour l'appariement, donc si on retourne, pour l'appariement, on va quand même jouer avec des températures aussi pour l'appariement de la sonde avec l'ARN messager. On peut changer les conditions et essayer de trouver des conditions dans lesquelles la sonde sens ne donne pas de signal du tout, nulle part, et la sonde antisens donne un signal spécifique. OK. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ARN hybridation in situ? Okay. Voilà. Donc, on va passer
à la troisième dernière partie de ce cours, où effectivement, c'est la partie où on a vraiment une information, on va avoir une information avec ces techniques sur la fonction d'un gène. Donc, les autres, bon, modifier la séquence d'un gène et ensuite tester dans des cellules l'action ou la fonction de la forme modifiée d'un gène et donc la forme modifiée d'une protéine. Ça, c'est une analyse qu'on peut considérer comme fonctionnelle. Les méthodes de détection des ARN spécifiques, c'est des corrélations entre présence d'un ARN messager et éventuellement une fonction de cet ARN messager dans les cellules dans lesquelles on a démontré la présence de cet ARN messager, mais c'est des corrélations qu'on peut faire, c'est pas, ça ne permet pas de directement dire qu'il y a forcément une fonction dans les cellules où on a révélé l'ARN messager. Mais ici, avec l'inactivation d'un gène, l'analyse du phénotype auquel ça peut conduire, ça va permettre de pouvoir en déduire quelque chose sur la fonction normale de ce gène. Okay? Et on va regarder ici l'ARN interférence comme technique pour l'inactivation d'un gène. Je vais peut-être déjà insister sur le fait qu'on a rarement une inactivation complète du gène. Ça va être une inactivation partielle d'un gène. Je vous dirai pourquoi par la suite. Mais c'est une méthode qui est tellement facile d'utilisation qu'elle a été répandue et est utilisée très, très couramment dans les laboratoires. Okay? Après, il y a d'autres façons d'inactiver des gènes spécifiques. Mais celle-là, elle est vraiment très, très répandue. Je vais vous donner un petit peu d'informations sur la façon qu'on a mis en évidence ce phénomène de ARN interférence. Pour que vous voyez la démarche scientifique, ce qui est finalement le plus important avec les techniques que les chercheurs ont pu les deux ensemble, les techniques, les avances dans les techniques et la démarche scientifique permettent d'avancer bien dans l'analyse fonctionnelle des gènes. Donc, les deux chercheurs qui ont découvert ce phénomène qui s'appelle l'ARN interférence sont Fire et Mello, qui ont obtenu le prix Nobel en médecine pour cette découverte en 2006. Donc, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de l'inactivation en gène pour déterminer s'il y a un phénotype mutant associé à cette inactivation et en déduire la fonction normale de ce gène. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ces deux chercheurs ont découvert ce phénomène? Donc, ces deux chercheurs travaillent avec l'organisme modèle qui s'appelle Caenorhabditis elegans, normalement en italique, qui est un nématode en verre ronde. Et vous voyez ici un nématode qui exprime de façon ubiquitaire dans toutes ces cellules la protéine fluorescente verte, donc GFP pour Green Fluorescent Protein. Et normalement, c'est une protéine qui, comme vous savez, provient des méduses. Donc ici, elle est exprimée dans ce verre grâce à un transgène qu'on a introduit dans le génome de toutes les cellules qui combine le promoteur, donc ici c'est promoteur
un promoteur ubiquitaire, c'est-à-dire ubi, c'est pour ubiquitaire, ok, donc exprimé dans toutes les cellules. Et ensuite, les séquences, ce promoteur est associé aux séquences codantes, la GFP. Ok, donc ceci va produire un ARN messager de à peu près 1200 paires de bases. Ok, et donc certains ont déjà parlé dans le chat de l'ARN double brin. Donc, on va en voir un peu plus ici. Donc, ces chercheurs cherchaient à trouver une technique pour éteindre, justement, inactiver des gènes. Et ils pensaient utiliser, leur idée, c'était d'utiliser l'ARN antisens. Cet ARN antisens à l'ARN messager de la GFP était un ARN antisens correspondant à la partie, la séquence pour le début de la traduction de cet ARN messager. Ok, donc ça incluait l'ATG ou l'AUG dans l'ARN messager pour le début de la traduction. Donc, ils ont exprimé des ARN sens de la GFP. Ça, c'est un contrôle. OK. Et la même séquence, mais en antisens, a été en parallèle exprimée dans ces vers qui expriment par ailleurs la GFP entier. Ici, les ARN sens qu'ils ont exprimés et antisens faisaient que 250 nucléotides. OK, et l'ARN messager, 1200 nucléotides. Donc, leur idée, c'était que c'était l'ARN antisens pourrait permettre, donc, puisque il se trouvait au niveau de cette séquence de traduction, bon, ça permettrait de bloquer donc la traduction de l'ARN messager ici. Donc ça, c'est ce qui les intéressait. Et l'ARN antisens, GFP, au niveau du site de traduction de l'ARN messager de la GFP, et le contrôle. Et par la suite, ils ont regardé leur vers et il n'y avait aucun effet sur l'expression de la GFP, ni avec l'ARN sens, ni avec l'ARN antisens. Il y avait la même bonne expression de la protéine GFP, c'est redondant, GFP, protéine, ok, donc ça n'a pas marché. Et quelqu'un a pensé, et c'est souvent comme ça, pour que vous réalisiez, à faire un autre contrôle. Et c'était vraiment un contrôle, hein. Donc pas ce qu'il pensait permettrait une inactivation du gène. Okay, donc je vais mettre qu'il pensait que c'était un contrôle à faire. Okay. Ils ont exprimé les deux brins, donc sens et antisens, dans le vers. Donc, c'est même deux séquences, mais en même temps, tandis que ici, ils avaient exprimé soit un, soit l'autre. Et quand ils ont exprimé les deux brins de cette partie complémentaire à l'ARN messager du GFP, cette fois-ci, regardez ce vers, vous ne pouvez presque pas le voir parce qu'il n'y a pas ou presque pas de la GFP. Il est vraiment long comme ça.
Et les seules cellules ici que vous voyez où il y a présence de la GFP sont le système génital femelle, donc la vulve aussi de ce ver. Et là, il n'y a pas eu extinction de la GFP, mais dans toutes les autres cellules, il y a eu extinction de la GFP, mais seulement dans le cadre où un ARN double brin complémentaire à la GFP a été exprimé. Okay? Donc, qu'est-ce qui sort de ça? Ben, ARN double brin GFP, plus de protéines GFP. Bien sûr qu'il souhaitait par la suite, parce que l'extinction de la GFP est vraiment tellement bien, tellement forte, que ça semblait important d'étudier ce mécanisme qui devrait être physiologique, parce qu'ils ont seulement rajouté de l'ARN double brin et ils n'ont pas rajouté de protéines, des enzymes ou d'autres choses dans ces vers. Donc, comment est-ce qu'on va d'un ARN double brin spécifique pour la GFP à l'absence de la protéine GFP? Donc, ils ont cherché le mécanisme physiologique. Donc, la première expérience qu'ils ont fait est la suivante. Ils ont fait un neurone. Dans ce neurone blot, on va le décrire. Donc ça, je ne vous ai pas mentionné dans l'explication du neurone blot, donc je le fais ici. Dans le même gel qui a permis de migrer les ARN messagers que vous voyez ici, une piste a été utilisée pour séparer des marqueurs de poids moléculaire d'ARN connus. Donc, du coup, ici, on a des ARN qui vont d'une petite taille de 21 paires de bases, on a une à 30, 50, jusqu'à 500 paires de bases. Okay, donc, ça permet, dans le Northern, une fois qu'on a fait agir une sonde, de connaître la taille des ARN au niveau des signaux qu'on va voir grâce à la sonde. Donc, à part le marqueur, ils ont sur le gel, et maintenant c'est sur la membrane. Ici, c'est juste une photo du gel pour donner les tailles, mais la membrane a la même taille, donc ça permet de donner les tailles aux ARN qu'ils voient sur le Northern. Donc, sur ce Northern, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis un extrait protéique des cellules, c'est des cellules qui s'appellent S2, rien de particulier. Et donc, à partir de ce moment-là, on fait un extrait protéique, donc on travaille in vitro, hein, c'est-à-dire, bon, ici, dans des tubes à essai. Donc, ils ont extrait toutes les protéines de ces cellules et ils les ont rajoutées à des ARN qu'ils ont synthétisés in vitro aussi. Donc, ils ont synthétisé des ARN double brin GFP de taille de à peu près 250 paires de bases. Okay? Et ils ont incubé ces ARN, donc soit avec, sans l'extrait, donc c'est juste l'ADN double brin GFP, sans extrait protéique ou avec extrait protéique. Okay? Et après cette incubation, ces échantillons sont migrés sur le gel qui va donner ce Northern blot. Ensuite, la membrane du Northern blot est révélée grâce à une sonde radiomarquée qui est spécifique d'un des brins de l'ARN double brin GFP. Le même résultat a été obtenu avec la sonde spécifique pour le deuxième brin de l'ARN double brin de la GFP. Donc, c'est cette sonde radiomarquée qui maintenant est incubée avec la membrane du Northern blot
qui permet de donner ces signaux bien noirs. Donc, en absence de l'extrait protéique, l'ARN double brin GFP est de 250 paires de base, vous voyez que c'est la bonne taille par rapport au marqueur, donne un bon signal à 250 paires de base. Okay, mais si vous ajoutez l'extrait protéique, le signal est beaucoup moins fort par rapport à la taille de 250 paires de base, mais cette même sonde révèle des ARN beaucoup plus petits de 21 paires de base. Et c'est des ARN de la GFP parce qu'elles sont complémentaires, elles sont révélées avec cette sonde complémentaire à l'ARN de la GFP. Donc, l'extrait protéique a permis de diminuer la taille de l'ARN de la GFP de 250 paires de base à 21 paires de base. Okay? Donc, ce qui est leur conclusion, c'est ici, c'est que l'ARN double brin est maturé en petits ARN par une activité cellulaire à mieux caractériser, hein, mais on sait qu'il s'agit des protéines dans l'extrait qui ont bien fait cette maturation très spécifique parce que c'était des ARN de 21 paires de base qui ont été générés. Ces petits ARN, donc il y a les deux brins existent. Donc maintenant, on va voir quel effet, ils ont voulu voir, quel effet ces ARN de la GFP, ces petits ARN de 21 paires de base pourraient avoir sur l'ARN messager de la GFP. Donc, l'ARN interférence, il faut vraiment suivre les étapes parce qu'il y a de l'ARN, à la fois l'ARN messager du gène d'intérêt et après, il y a aussi des ARN double brin complémentaires à l'ARN messager du gène d'intérêt. Donc, il y a de l'ARN dans la technique et c'est aussi l'ARN qui est messager qui est ciblé par la technique. Donc, voilà. Donc, le deuxième Northern Blot qu'ils ont réalisé était un peu différent. Pardon. Oui. Oui. C'est juste, ici, c'est le même Northern Blot, c'est juste pour vous dire que les ARN de 21 paires de base, ils leur ont donné un nom, mais ce nom, bon, on le verra après parce que ils n'ont pas montré encore qu'est-ce que ça fait, mais bon. À la fin, donc on sort des étapes, mais ces petits ARN de 21 paires de base ont été appelés des si-RNA, et SI-RNA. SI, c'est pour short, court, interfering, donc interférent RNA. Et ça correspond à la même séquence de l'ARN messager d'intérêt. Mais on va voir si elles ont cette activité d'interférence sur le prochain Northern Blot. OK? Donc, l'approche est un peu similaire, mais il faut suivre parce qu'il y a quelques différences. Toujours une approche par Northern Blot, okay? Toujours des marqueurs de taille des ARN sur le gel qui a été migré avec tous les échantillons. Okay? Et voici la membrane qui a été faite à partir du gel, sur lequel on a deux pistes. Une piste, on a, donc dans les deux pistes, on a l'extrait protéique de ces cellules S2. Okay? Et par contre, la différence ici, c'est que sur une piste, ils n'ont pas mis les petits ARN correspondant à la séquence de l'ARN messager GFP. Et sur l'autre piste, ils l'ont mis. Et donc ici, ce que peut-être est difficile, c'est que l'extrait protéique, dans les deux pistes, l'extrait protéique des cellules S2
est incubé avec l'ARN messager de la GFP. OK? Donc, du coup, vous avez l'ARN messager de la GFP, l'extrait protéique des cellules S2 et des petits ARN qu'ils ont fabriqués, qui correspondent à une partie de la séquence de la GFP. Et ils ont utilisé une sonde radiomarquée spécifique de l'ARN qui nous intéresse, le gène codant la GFP. Et comme on a vu, l'ARN messager pleine longueur de la GFP est un ARN qui fait 1200 nucléotides. Et si vous avez, dans le cas où il n'y a pas des petits ARN interférents présents, cet ARN messager reste intact à 1200 nucléotides. Mais avec une seule différence entre les deux pistes, c'est-à-dire qu'on rajoute les cRNA, donc les petits ARN double brin de 21 nucléotides, correspondant à une partie de la séquence de l'ARN messager de GFP, cet ARN messager n'a plus sa pleine longueur, elle est clivée pour donner un fragment d'ARN de 800 nucléotides et un deuxième fragment de 400 nucléotides qui n'est pas sur le gel. On ne voit pas ici sur le gel. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut sortir de ces résultats? Donc, pour peut-être mettre ça en blanc. Donc, le cRNA spécifique avec la séquence spécifique à la GFP plus l'activité protéique cellulaire conduisent au clivage de l'ARN messager cible. Qu'est-ce qui se passe si on clive un ARN messager quelque part au milieu ou presque au milieu? 800, ça donnait 800 nucléotides et 400 nucléotides. OK? Cet ARN messager n'est plus fonctionnel. OK? Donc, on ne fera pas de la protéine. OK? Donc, l'ARN messager ne sera plus... pardon. L'ARN messager ne sera plus fonctionnel pour être traduit en protéine. OK, attendez, je viens au chat. Oui. Quelles sont les protéines pouvant cliver l'ARN messager outre le cRNA? Exactement, c'est une bonne question. On passe à ça maintenant. C'est des protéines vraisemblablement présentes dans l'extrait protéique. Mais cet extrait protéique a toutes les protéines présentes dans les cellules S2. Donc, effectivement, je ne vais pas maintenant vous montrer les expériences qui ont été faites pour analyser cet extrait protéique et identifier les protéines qui permettent ce clivage qui vraisemblablement nécessite une activité protéique. Mais je vais vous montrer comment ça marche et vous donner les noms de ces protéines. OK? Donc, il se trouve que cette ARN interférence est un phénomène naturel chez les eucaryotes. Et donc, du coup, il est surtout utilisé dans deux cadres, OK? Parce qu'il y a deux sources principales d'ARN double brin dans les cellules, OK? La première source, c'est des longues ARN double brin qui sont justement les génomes des ARN double brin de certains virus. Vous savez que certains virus ont un génome ADN, certains un ARN, même simple brin, et certains ARN double brin. Et ces ARN double brin, ces génomes ARN double brin, font plusieurs centaines ou quelques milliers de paires de bases. Donc ça, c'est une source d'ARN double brin
c'est les virus. Et donc, ça fait penser que si on va pouvoir, avec ce double brin, cliver les ARN messagers des virus, que ça va être une protection contre les virus. Mais ça va être à démontrer. OK? Deuxième source d'ARN double brin dans les cellules, c'est des gènes qui sont codés par les génomes endogènes. OK? Donc, ces gènes, codent des ARN qui ne codent pas, ces gènes produisent des ARN qui ne codent pas des protéines. Ils produisent simplement des ARN qui ont des complémentarités inverses et qui se plient en tige boucle. OK? Donc, c'est un précurseur de ce qu'on appelle un miRNA. MI pour tout d'un coup, j'ai un blanc. Je vais réfléchir 2 secondes pour le… Voilà. Les miRNA, effectivement, vont pouvoir, ont des séquences spécifiques. Ces séquences spécifiques correspondent à des séquences présentes dans des ARN messagers endogènes. Et donc, du coup, vous allez voir que des ARN messagers endogènes vont être clivés et détruits par ces miRNA. OK? Donc, 2 sources et 2 utilisations, disons, de l'ARN double brin très différentes. OK? De façon naturelle. Tout ça, c'est naturel. Après, je vais vous montrer comment on l'utilise en labo. Donc, dans la cellule, on a trouvé une fonction appelée dicer, c'est écrit ici, qui justement va pouvoir maturer ces 2 types d'ARN, parce qu'il y a des activités donc, enzymatiques, et ces 2 types d'ARN vont donner des petits ARN, vont être transformés, maturés en petits ARN de 21 paires de bases, petits ARN double brin. OK? Donc, dicer, c'est la première de ces enzymes qui peuvent donc cliver tous les 21 paires de bases pour ces ARN double brin. Ici, on a les 21 paires de bases, mais il faut se débarrasser de la boucle et des extrémités. Donc, ensuite, on a ces ARN vont se trouver donc au niveau avec la séquence, seulement la séquence complémentaire aux ARN dans un complexe multiprotéique. OK? Vous voyez le fait que c'est multiprotéique avec les 3 ronds, sphères qui sont montrés ici. RISC, c'est la deuxième activité dans ces extraits protéiques qui donc va pouvoir prendre en charge donc l'ARN de 21 paires de bases et à la fois, et donc c'est pas très bien montré ici, ils sortent, mais ce qui se passe ici, c'est ce qui est montré ici, c'est ce qui se passe dans le complexe RISC. OK? Donc, on a le siRNA, vous le voyez en haut. L'ARN messager, vous le reconnaissez parce qu'il a une queue poly 1 et en 3' et une structure cap ou coiffe en 5'. Et cet appariement et les activités enzymatiques dans RISC va cliver, va cliver à cet endroit ici, cet ARN messager. Et donc, c'est un ARN messager qui ne pourra plus être utilisé pour produire de la protéine. OK? Et les miRNA, pardon, c'est un peu différent, mais dans le RISC, si c'est un miRNA qui est présent dans le complexe RISC, ces miRNA ont des complémentarités imparfaites avec les ARN messagers cibles.
Ok, vous voyez l'ARN messager cible ici, que poly 1, coiffe en 5', que poly 1 en 3'. Et ces mi-RNA, donc du coup, vont dans ce complexe risque s'associer avec l'ARN messager à des protéines qui vont pouvoir bloquer la traduction de ces ARN messagers. Donc, deux façons de bloquer la traduction. Cliver l'ARN, c'est par les 6 RNA, et bloquer la traduction par des interactions protéine-protéine qui se fixent au niveau de l'appariement 6 RNA, mRNA, au niveau des mi-RNA. OK? Et ensuite, bon, c'est 10h50. Vous avez un cours peut-être dans 10 minutes? C'était la dernière diapositive? OK. Bon, je mets ça en ligne, un CC dans 10 minutes. Bon courage pour le CC. Je mets la dernière diapo en ligne avec des explications en forme de texte. OK? C'est bon? Non, le CC est à la fin de l'heure. À midi après le cours. Vous avez un autre cours? OK. Donc, vous avez quelque chose ou pas? À midi. Mais est-ce que je peux finir cette dernière ça prend 5 minutes? Ah, vous avez cours à 11h. OK. Voilà, donc je mets cette dernière diapo, mais avec un texte qui l'accompagne. OK? Voilà. Bon courage, bonne journée. Bonne Je vous laisse. journée. Et vous aurez un TD aussi sur le RNA interférence. Au revoir.